Bien, donc pour cette capsule, nous allons parler de la caméra physique dans 3ds Max. Nous allons voir ça en étapes. 3ds Max, il est capable de faire trois types de caméras. La Free et Target, c'est exactement la même. La seule différence, c'est que dans une, on peut cocher la boîte pour avoir le Target. À quoi il sert le target? Donc, si je crée une caméra target, tout simplement, il sert, donc je vais le placer ici, je vais placer une caméra à cet endroit. Présentement, j'avais une caméra orthographique avant, c'est pour cela que par défaut, il m'a créé une caméra orthographique. Et je change les lens à 18 mm. On va expliquer tantôt c'est quoi la différence. J'ai des crops ou des clips dans ma caméra, clip and planes. Donc, je les enlève. Les clip and planes, ils vont faire d'une sorte qu'ils vont couper dans la perspective de proche et de loin. Donc, la caméra par défaut, elle est là. Cette caméra, elle s'appelle caméra 2. Donc, je vais aller la voir. Je vais me positionner à caméra 2. Donc, comme vous voyez, présentement, la caméra regarde de cette façon. Je vais aller la mettre sur Shading. Lorsque vous êtes en vue caméra, il est possible de manipuler la vue sans avoir besoin de toucher à la caméra en telle quelle. Donc, vos outils en bas, les 6 outils que vous voyez ici, en bas dans les coins droits, ils vous permettent de faire différentes manipulations ou manœuvres pour pouvoir vous naviguer dans l'image. Un des plus importants quand on commence, c'est celui-là. C'est qu'on appelle track camera. Les termes qui sont utilisés ici, ils proviennent du cinéma. Donc, dans le cinéma, lorsqu'ils positionnent la caméra sur un winch ou sur un ascenseur, donc ils font baisser la caméra doucement, ils la font remonter doucement. Donc, chacun de ces gestes de manipulation, le nom vient de là. Par exemple, vous allez voir ici le terme roll camera. Donc, roll camera de la balance de même. Celui-là ici, il s'appelle perspective, ça c'est vous le connaissez. Dolly, en fait, dolly, c'est comme si vous faites une marche. Qu'avant, c'était recul. Mais eux, ils l'appellent dolly parce que, comme dans le cinéma, ils placent la caméra sur des rails et ils l'avancent sur le rail, ils le font reculer. OK? Donc, tous les termes, ils proviennent de là. Donc, moi, je vais utiliser truck, ce qui est le pan en réalité, et tout simplement, je vais me positionner. Ce qui est intéressant dans ce type de geste, c'est que, comme vous voyez, il déplace la caméra et le target simultanément. Tandis que si j'aurais choisi ma caméra seule et j'ai fait move, il aurait déplacé la caméra tandis que le target ne sera pas déplacé. Donc, pour le faire, il aura fallu que j'ai choisi ou je sélectionne la caméra et les targets en même temps et que j'ai fait move en même temps. Donc, cet outil, finalement, il a une bonne utilisation, un bon truc pour ne pas avoir besoin, finalement, d'aller faire la sélection deux fois. Maintenant, admettons que votre caméra regarde de très loin, parce que la caméra, maintenant, elle a, comme on a dit, une ouverture de 18 mm. La voilà, 15 mm. Et son focal euh, euh, au view, il est de 90 degrés. Donc, les 90 degrés, vous le voyez ici, regardez, 90 degrés. Si maintenant, je vais augmenter, regardez comment les degrés changent en même temps. Donc, si je vais à 18 degrés, je vais expliquer tantôt d'où est-ce qu'il vient les chiffres que vous voyez ici. Donc, j'aurais pu prendre ici Field of View et manipuler en temps réel mon Field of View. Celui-là, là, le Field of View, j'aurais pu le manipuler en temps réel avec ce bouton-là. Avec Dolly,
je peux avancer. Regardez qu'est-ce qui se passe ici. Mon objectif, c'est-à-dire la cible, elle ne se déplace pas. Mais j'avance et je recule sur les rails. Vous vous rappelez, cinéma? Donc, je suis sur des rails, je regarde quelque part, ma caméra avance et recule sur les rails, uniquement. Donc, c'est vraiment comme une utilisation très intéressante lorsque vous faites une animation. Donc, tu places ta caméra en avant, tu la fais reculer doucement sur le même axe. Et ici, celui-là, c'est Orbit Camera tout simplement. Et Orbit Camera, vous avez ici le deuxième qui est Pan Camera. Donc, avec Pan Camera, tu peux regarder ailleurs. Pan Camera n'est pas Pan qu'on connaît. Le Pan qu'on connaît, c'est plutôt celui-là, c'est Track Camera. Mais le pan de caméra, c'est comme si tu prends ton target et tu le déplaces. Tu déplaces le target, tu restes sur la même place. Donc, c'est des différents termes. OK? Moi, le pan caméra, je ne l'utilise pas parce qu'il change la position de mon target. Donc, si je fais l'orbite, attention, regardez l'orbite, c'est de toute beauté aussi. Parce que c'est différent de l'orbite que vous connaissez. L'orbite ici, il va maintenir le target et il va tourner autour. Donc, ça aussi, on l'utilise beaucoup dans le cinéma et les films. Donc, admettons que si je prends mon target et je le place sur la table, et moi, je vais faire une animation autour de la table. Donc, à ce moment-là, je peux me positionner quelque part à côté, comme vous voyez. Et à partir de là, je peux me créer un film qui tourne autour. Donc, si vous voulez, je peux juste faire un petit film, si vous permettez, rapide. Un film de 100 frames, par exemple. Je suis sur le frame 0 et je lui dis de créer les keyframes de façon automatique. Les keyframes, ce sont les frames clés ou les images clés que 3ds Max va faire une interpolation entre ces images clés. Donc, moi, je vais lui dire, crée-moi une image clé au départ et maintenant, je vais aller à la fin ou peut-être au milieu. Oui, au milieu, je vais déplacer ma caméra ici et peut-être que je vais la monter comme ça. Et par la suite, regardez, la clé a été créée. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la clé. Et je vais aller à la fin. Et maintenant, à la fin, je vais déplacer ma caméra pour qu'elle se positionne ici. Et je lui dis de créer la clé, mais la clé a été créée automatiquement. Donc, j'ai 100 frames. 100 frames, ça correspond à 3 secondes et demie. Chaque seconde contient 30 images. Donc, moi, ici, j'avais 100 images. J'aurais pu lui dire que j'en veux plus. Donc, pour lui dire que j'en veux plus, tout simplement ici, sur ce petit bouton, j'aurais pu lui dire, c'est pas 100, je veux 300. Moi, je fais toujours des parcours de 300 images parce que ça me donne 10 secondes. Et j'ai fait mes animations en bout de 10 secondes. Donc, lorsque je visite un bâtiment, par exemple, je fais 10 secondes en entrant, 10 secondes en montant les escaliers, 10 secondes en faisant une descente, 10 secondes en faisant un mouvement latéral. Donc, comme ça, j'en fais peut-être 15 petites animations. Puis à la fin, je les amène dans un logiciel de montage des vidéos, comme Adobe Premiere, et je les place et je mets des transitions entre. Et je mets la musique. Voilà. Donc, si je regarde maintenant l'animation que je viens de créer, je vais cliquer sur Play. Là, vous ne le voyez pas parce qu'on n'est pas dans la scène de la caméra. Ça, c'est la scène de la caméra. Donc, je lui dis Play. Voilà. Donc, exactement, la caméra, elle tourne autour de l'objet. Par exemple, dans un des films que j'ai fait pour, pour une entreprise des hôtels,
Bon, j'ai fait comme des déplacements dans le lobby, la salle des conférences, la chambre à coucher. Et dans la chambre à coucher, j'ai mis sur la table une tasse à café avec de la boucane qui sort et je tournais autour doucement. J'ai utilisé exactement cette technique. La même chose, on utilise cette technique pour tourner autour d'un bâtiment, autour d'un objet précieux, un beau mobilier, quelque chose comme ça. Donc, l'idée maintenant, ce que je veux y arriver, c'est que j'ai créé une caméra avec target. La caméra avec target, la différence entre elle et la caméra free camera, c'est tout simplement de décocher l'option target. Et vous allez la voir ici. Vous voyez type target camera. Donc, si tu déroules ça, tu lui dis non, c'est une free camera. Le target disparaît, puis la caméra est exactement pareille. Dans le cinéma, une target camera, c'est une caméra sur les rails avec un positionnement très spécifique. Tandis que la free camera, on les appelle une caméra sur épaule. Donc, tu la places sur ton épaule, tu marches avec. C'est ça un peu la différence. OK? Voilà, ça c'est la première chose. Je ne vais pas aller dans les autres spécifications parce que je vais plutôt les expliquer dans la caméra physique. Et après, vous allez voir que c'est les mêmes termes. Maintenant, juste pour savoir que cette option, Orthographic Projection, elle va faire d'une sorte que votre vue devient orthographique. Comme une vue orthographique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en perspective. Vous éliminez l'effet de perspective. Euh, il est possible de manipuler l'effet de perspective manuellement avec cette option ici. Donc, si par exemple, je monte vers le haut, j'exagère l'effet de perspective. Et si je le tourne dans l'autre sens, mais j'élimine l'effet de perspective. D'accord? Tout ça, ça dépend toujours de l'ouverture de la caméra et de l'angle. Parce que le plus que ton angle est aplati, vous voyez, l'angle est aplati, le plus qu'on perd l'effet de perspective. Et le plus qu'il est rapproché, le plus que l'effet de perspective est exagéré. Très bien. Alors maintenant, je vais effacer cette caméra, on n'en a pas besoin. On va aller vraiment au sujet important que nous concerne. C'est le deuxième type de caméra ou le troisième, c'est la caméra physique. La caméra physique est une simulation réalistique d'une caméra réelle. Son importance vient du fait qu'elle manipule l'éclairage de la photo que vous allez faire. C'est-à-dire que dans la caméra réelle, c'est-à-dire Target et Free, et dans tout le passé avant qu'on crée la caméra physique, on faisait un rendu et la caméra ne pouvait jamais affecter l'apparence du rendu. Donc, le rendu, il est distinct ou dissocié de la caméra. L'éclairage n'a aucun rapport avec la caméra. Tandis que, disons que dans les caméras Free et Target, c'est exactement comme si c'était un humain qui regarde un environnement. Alors, nous, nos yeux ne sont pas munis des objectifs et des choses qui sont capables de nous permettre, par exemple, de voir les choses avec des filtres ou autres. Donc, c'est comme si c'est une vue naturelle. Tandis que la caméra physique, c'est comme si on regarde le monde avec une caméra. Et la chose, c'est qu'une caméra, elle a un objectif, elle a une ouverture, elle a une vitesse de prise de photo, elle a une grosseur de boîte, une grosseur des grains, elle a toutes sortes de choses. Et avec tous ces mécanismes qu'une caméra a, ça peut énormément manipuler et changer l'apparence d'une photo. Quelqu'un qui ne manipule pas bien les outils d'une caméra, qui ne les comprend pas, il peut finir avec une image complètement corrompue
d'un environnement extrêmement, réellement bien fait. Donc, tout est bien fait, mais juste avec la caméra, on vient puis on magane tout. Et le contraire est vrai aussi. Donc, la caméra, elle peut embellir des fois certaines situations. Donc, je vais aller un peu étape par étape. Pour la caméra physique, je peux avoir target ou sans target. Je vous conseille de garder le target parce que on peut l'utiliser pour des choses intéressantes. Donc, pour créer une caméra target, donc là ici, j'en avais déjà une. Donc, je vais créer une deuxième juste à côté. Donc, tout simplement, je vais la placer, disons, dans le coin et je vais regarder. Maintenant, une des choses importantes qu'il faut noter, si votre caméra, surtout le point là où il y a l'intersection, il est placé dans le mur, cette caméra ne va rien voir. Donc, comme ça, un petit peu. Vous pouvez avoir l'impression que la caméra, rapprochez-vous beaucoup, même si elle est placée ici. Regardez, je m'approche encore. Si je zoome, disons qu'elle est placée comme ça. Si, lorsque je m'éloigne, vous me dites, ah non, elle a l'air bien placée. Elle n'est pas bien placée, elle est dans le mur. Une caméra dans le mur, elle va sortir complètement noire, donc complètement sombre. Donc, déjà, parmi vous, ceux qui ont ce problème, par exemple, une image complètement foncée, ça veut dire que vous êtes dans le mur probablement. Alors, je vais aller, par exemple, positionner ma caméra en hauteur ici. Là, ici, ça a l'air comme si je vois. Alors, je vais m'approcher pour voir est-ce que vraiment je suis pas au bon endroit. Donc, je serais intéressé de voir euh, c'est quoi qu'est-ce qu'on va voir. Je suis persuadé que ça va rester comme ça va être tout sombre. Donc, elle ne va pas allumer, OK? Tandis que je vais aller faire move et je l'approche un petit peu, comme ça. Là, je m'approche, même si je la mets juste devant le mur. OK? Donc, la caméra, l'icône de caméra, il change de taille. Et lorsqu'on s'approche, regardez, c'est quasiment la même position. Je l'ai approché peut-être d'une fraction de millimètres. Donc, maintenant, je vais juste aller la faire comme Active Shade pour qu'on n'ait pas besoin de rendre à chaque fois. Et la voilà, elle fonctionne. D'accord? Donc, ça, c'est notre première étape. La première chose à savoir, c'est le positionnement de la caméra. Je vais faire ça plus petit. On va les garder dans les coins. Comme ça, au fur et à mesure qu'on travaille, on voit le résultat de notre travail. Sarah, tu as une question? Ouais, mais je peux finir ce que vous montreriez. OK. Donc, après que vous placez une image HDRI, il est possible de la glisser et la placer dans vos Material Editor, mais en instance. Ce qui veut dire que maintenant, ils sont dépendants l'un de l'autre. Et si vous le changez ici, votre image, il va changer aussi là-bas. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que dans les paramètres, j'ai ici, par exemple, Exposure. Vous voyez ici, je ne vois pas mon image à l'extérieur. Ça a l'air trop foncé. Mais si je mets, par exemple, 10 Exposure, regardez comment maintenant il y a beaucoup de luminosité qui vient de l'extérieur à partir de cette image. Mais 10, c'est sûr que c'est trop. Je voulais juste vous montrer l'effet et qu'on peut contrôler ce type de choses. Donc, ici, je vais en mettre pour le moment seulement 2. Et là, regardez, je suis capable de voir l'image à l'extérieur et je vois un peu de lumière rentrer. Peut-être que je peux le mettre à 4 pour le voir un peu plus. Là, vous voyez comment je le vois un peu plus à l'extérieur. J'ai un peu plus de luminosité. Donc, ça, c'est des petits contrôles qui peuvent améliorer votre rendu. Donc, on va y arriver une à la fois. Donc, ce que je disais, si jamais vous avez une ambiance jaunâtre,
par exemple, si je viens ici à ma couleur ambiante et je prends une couleur jaune, mais vous imaginez qu'est-ce qui va arriver, c'est que tout mon environnement va devenir jaunâtre. Si je prends par exemple bleu de ce type, comme ça. Donc, si je mets mon environnement bleu, mon rendu, à un moment donné, il va sortir tout bleuté. Donc, c'est très important que la couleur ambiante soit noire, complètement noire, même pas gris, comme ça. Parce que ça coupe toute modification. Mais aussi, le HDRI est très important parce qu'elle peut affecter l'ambiance de l'image. Ouais. Mais j'ai juste pas mis de HDRI, puis mon ambiant est noir aussi. Je pense que c'est juste quand j'ai gossé dans les settings que... Est-ce que vous savez s'il y a un moyen de juste reset toutes les préférences puis tout ça? OK. Euh, donc là, maintenant, ça fonctionne. Ben, c'est tout jaune, là, mais c'est pas l'image parce que j'ai juste pas mis l'image. Puis c'est OK. pas la couleur parce que j'ai mis ambiant noir. Ben, je veux juste savoir OK. si comme on peut Et le resetter. l'autre endroit que tu dois vérifier, c'est le white balance ici. Donc, dans white balance, présentement, moi, je suis à Daylight 6500. Mais, Ouais, moi aussi. OK. Donc, mais c'est juste pour dire que si quelqu'un le met à fluorescent, ça va créer une ambiance un peu plus jaunâtre encore. OK? Donc, on va voir ici ce qui va se passer. Je vais juste prendre 2 secondes. Donc, il y a comme une petite ambiance jaunâtre. Tandis que si tu le mets un petit peu à sunlight, donc ça sort un petit peu plus éclairé. Mais on va le voir tantôt, ça peut être une question de lumière. Donc, parce que dans la lumière aussi, on est capable de gérer la coloration. Donc, pour le moment, on a regardé un petit peu. Ça nous a permis de changer l'image en arrière. On a placé le luminaire. Maintenant, je vais continuer avec la perspective, avec le physical camera. Donc, les choses à apprendre dans le physical camera qui sont vraiment essentielles. Là, ici, vous avez show cone. Il y a des gens qui n'aiment pas voir l'espèce de cône, mais tu peux lui dire when selected ou always. Maintenant, vous avez la ligne horizontale, si vous voulez la voir ou non. Donc, maintenant, je continue. Dans le physical camera, la première chose, c'est les film sensors. Donc, c'est l'ouverture et tout ça. Vous pouvez, par exemple, par défaut, dérouler ici et choisir une caméra ou les settings d'une caméra spécifique. Donc, une Canon APS-C, si je la choisis, elle a une largeur de 22,3 mm et un field of view de 101. Donc, on va regarder ici, c'est quoi la largeur et les field of view, juste pour comprendre de quoi on parle. Donc, les field of view, comme vous pouvez le voir, si je commence par l'expliquer ici, vous avez, ça c'est la boîte de la caméra et ça c'est l'objet qu'on regarde. Donc, la grosseur de l'image que vous regardez au fond, si je retourne à mon image ici, donc ce que je vois à la fin, ce que je remarque, ma ligne horizontale totale de l'image, on l'appelle field of view. Et lui, il dépend directement de l'angle qui est ici. Cet angle ici, c'est cet angle en degrés, qui est 101,3, blablabla. Bla, bla. Mais cet angle ici, il dépend directement de focal length. Le focal length, c'est la longueur de la boîte en arrière de la caméra. Donc, vous convenez avec moi que le plus petit, c'est focal length, le plus grand l'angle ici. Parce que si tu le rends plus petit, ça veut dire que l'angle va ouvrir plus. Donc, c'est ce qu'on voit aussi ici. On l'explique encore un peu plus. Donc, ton focal length ici, s'il devient plus petit, le triangle devient plus écrasé. Donc,
le triangle de l'autre côté, il va être plus ouvert. Donc, c'est un peu quelques termes qu'il faut apprendre. Nous avons ici les field of view en millimètres en largeur et on l'a en hauteur. Donc, lorsque je regarde ce plan, il est très intéressant parce qu'il a les conversions entre les millimètres de focal length avec les angles en degrés de field of view. Donc, 14 mm, ça équivaut à 114 degrés. Donc, 114 degrés, c'est quand même très ouvert. Ça correspond à un objectif de 14 mm. Lorsque vous achetez une caméra professionnelle, on donne rarement les angles, on donne plutôt les focal lengths en millimètres. Donc, il faut que vous sachiez, par exemple, une caméra de 35 mm, elle a quelle ouverture? Donc, elle a une ouverture de 63 degrés. Si tu avais à dessiner, par exemple, la perspective à la main, tu as besoin de l'angle, comme 35 mm ne te dit rien. Tu as besoin de 63 degrés pour que tu trouves le point de l'observateur et que tu dessines ta perspective comme il faut. Très bien. Donc, ici aussi, il y a des choses intéressantes à savoir, c'est que, à savoir dans quel contexte on utilise les différentes longueurs. Parce que ça affecte la qualité de votre image. Donc, dans l'architecture, on travaille pour moi, entre 18 et 24. Je trouve que plus petit que 18, ça devient extrêmement large et déformé. Wide angle, qui est dans le 35 à 80, ça c'est pour le landscaping. Et par la suite, vous avez ici le snapshot, les portraits. Donc, les portraits, normalement, c'est de 24 à 34. Et là, ici, c'est les near sport. Quand vous prenez des photos dans le sport, on est loin, puis on zoome beaucoup pour prendre la photo. OK. Puis, je vais vous mettre cette présentation sur Cydium. Ça, c'est aussi la même affaire. Ça vous permet de voir la différence entre 17 mm et 300 mm. Donc, cette maison, elle est quelque part là-bas. Là, on s'est approché à 50. Donc, le focal length, il nous a permis de zoomer finalement. Donc, si je retourne maintenant dans 3ds Max, vous pouvez décocher ça. Vous le décochez. Vous avez votre focal length maintenant en millimètres ici. Moi, personnellement, j'utilise ça. J'ai mis 18 mm ici, moi-même. Et juste en dessous, il me dit maintenant, ton field of view est de 63 degrés. OK? Donc, je vais venir ici à la largeur et je lui dis, par exemple, je veux 50 mm de largeur totale. Donc, là, la largeur, ça veut dire que le rapport entre la largeur et le focal length, il fait d'une sorte que je sens 8 degrés. Maintenant, je retourne ici et je vais regarder normalement 18 mm. Il doit me donner combien? Regardez, 20 mm, il me donne 94, 14, il donne 114. Donc, 18 mm entre les deux est supposé de me donner à peu près 100 ou 105, quelque chose comme ça. Donc, maintenant, je regarde, j'ai 108. C'est pas mal ça. Mais maintenant, vous pouvez contrôler ça pour améliorer l'ouverture de votre caméra. OK? Moi, je trouve qu'il y a une redondance dans 3ds Max dans ces champs. La largeur ici n'est pas vraiment importante et il suffit d'avoir le focal length et ça aurait été suffisant. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous montrer notre affaire. Admettons que vous l'ajustez 35 à 20 ou, parce qu'en réalité, le son, c'est ça. Normalement, c'est 50, si je ne me trompe pas. 50 avec 20. Ça, c'est 18 mm. Je vais mettre 18 mm. Voilà. Donc, 18 mm avec 50 de largeur. Qu'est-ce que ça fait? Ça donne 108.
Ça, c'est exactement le bon chiffre. Maintenant, si vous voulez rentrer l'angle en degrés, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas travailler en millimètres, juste cochez ici et écrivez l'angle en degrés. Ici, vous avez le zoom. Donc, le zoom, il fonctionne de différentes façons, malgré que encore il est en train de changer les lignes. Mais en réalité, le zoom, moi, ce qu'il fait, c'est que juste il zoome à l'intérieur de l'image. C'est-à-dire que l'effet de perspective ne change pas. Vous voyez, l'effet de perspective est exactement pareil, elle ne change pas. Tandis que lorsque on change la largeur ou l'angle, l'effet des perspectives change. Donc, c'est un peu différente utilisation. Il n'est pas comme anormal de voir qu'il y a des répétitions dans certaines données ou dans certaines informations dans 3ds Max. OK. Maintenant, j'arrive au aperture. Et ça, c'est vraiment comme important. Donc, je vais vous présenter c'est quoi l'aperture. Donc, l'aperture, c'est l'ouverture d'une caméra. Donc, je regarde ici, un f1.4, c'est une ouverture grande ouverte. Tandis qu'un f8, c'est tout petit. Donc, les images que vous prenez un petit peu partout, la plupart, c'est f8. Donc, les petites caméras 35 mm et tout ça, c'est f8. Qu'est-ce que ça fait? Ça prend des photos régulières qui n'ont pas un effet de profondeur avec un certain effet embrouillé de ce qui est trop proche ou trop loin. Donc, c'est parce que c'est tout régulier. Donc, si on regarde, par exemple, la différence entre les différentes ouvertures, un f22, les images ou les objets éloignés, ils ont l'air aussi détaillés que les objets rapprochés. Tandis que dans f1.4, les objets éloignés qu'on n'a pas focusé dessus, ils seront embrouillés. Donc, tout ce qui est trop proche ou trop loin. Vous me dites comment on sait dans le 3D, on a focusé sur quoi? C'est là l'utilisation de target. Donc, tu peux ajuster ton target pour qu'il soit ici. On va faire un test tantôt. On va aller chercher, par exemple, une boîte. On va la placer ici en milieu de chemin. C'est pas super beau comme objet. Je préfère avoir un objet qui a un peu plus de détails, peut-être. Bon, c'est pas trop grave. Je vais mettre peut-être 2 ou 3 cubes. Donc, on va voir tantôt le résultat. OK. Donc, tous ces objets ici sont très rapprochés. Ici, je vais faire un objet juste en face. Et peut-être une ici. Comme ça. Et par la suite, on va mettre un en plein milieu de chemin. Voilà. Donc, qu'est-ce qui arrive maintenant dans la caméra? On va resélectionner la caméra. Moi, mon field of view, mon aperture, il est de 8. Un aperture de 8, c'est un aperture qui ne fait pas rentrer beaucoup de lumière. Alors, je vous invite à regarder ce qui va se passer maintenant. On va lancer notre rendu. Et vous allez voir, peut-être on a besoin un peu plus de luminosité dans l'ensemble de l'espace. Je vais placer une lumière temporaire, juste pour un peu mieux voir. Une lumière Arnold encore. Je vais la placer en arrière, ici. Et cette lumière-là, je vais aller en élévation. Donc, je vais arrêter mon rendu temporairement pour qu'il puisse gérer l'image.
Donc, je vais aller en image front et on va déplacer cette luminaire en hauteur, à la même hauteur de toi. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire avec cette luminaire, je vais lui dire que c'est une luminaire qui a une shape rectangulaire. Donc ici, nous avons spot, quad. Donc je prends un quad et regardez bien, ça c'est mon quad. Il est de 600 par 1200. Moi, c'est le contraire que je vais faire. Je vais le faire plein largeur en arrière. C'est comme s'il fait toute la largeur des mains. Et je vais le faire plus mince, comme ça. Donc ça fait une lune de lumière totale. Spread à 1, je peux contrôler ça si je veux. Et je vais descendre un petit peu dans l'intensité. L'intensité de 15, exposure de 16. Donc maintenant, je vais relancer mon rendu. Attention, je suis dans la mauvaise vue. Je suis ici. Donc je vais cliquer là. Donc c'est bien, c'est un peu plus lumineux en arrière maintenant. On voit un petit peu les objets. Je peux augmenter sa luminosité à 10 peut-être. Et là, ça devient plus lumineux en arrière, vous voyez. Donc, je vais ajouter à 20. Très bien. Donc, maintenant, on voit qu'est-ce qui se passe ici. Peut-être qu'on pourrait l'élargir un petit peu pour qu'on puisse voir ce qui va se passer tantôt. Donc, maintenant, je retourne à ma caméra. Je sélectionne ma caméra de nouveau. C'est sûr que maintenant, à cause que je suis en plan, ça devient tout blanc. C'est un peu ennuyant, ça. Je pense qu'il y a une possibilité de lui dire d'uniquement rendre l'image de perspective, de loquer dessus. Bon, en tout cas, je vais le trouver tantôt, mais il y a une façon de lui dire de juste rendre ici. Comme ça, quand on va changer de page, ça ne change pas. Maintenant, suivez avec moi, qu'est-ce qui va se passer. Aperture, je vais aller le mettre à 1.4. Qu'est-ce qui se passe? Ça devient trop lumineux. Pourquoi c'est trop lumineux? Parce qu'on a ouvert l'objectif et plus. Donc maintenant, il est beaucoup plus large, il fait rentrer beaucoup plus de lumière. C'est ça ce que j'aimerais que vous appreniez, comment contrôler pour que votre image soit plus éclairée ou moins éclairée. Mais maintenant, vous me dites, mais retourne-le à 8. Je dis non, je ne vais pas. Parce que je veux créer un effet de profondeur. Et comme ce qu'on vient d'apprendre ici, c'est qu'il faut que mon objectif soit grand ouvert pour que je puisse avoir l'effet de profondeur. Et là, vous me dites, mais comment tu vas faire pour baisser la lumière? Je dis, il y a plusieurs paramètres qui contrôlent l'éclairage dans une image. Donc, on va aller voir les autres. C'est quoi les autres? J'ai ici le focus. Le focus, on va y retourner après parce que lui, il va nous aider pour avoir le depth of field, la profondeur des champs. OK? Donc, mais on va regarder le shutter. Le shutter, c'est quoi? C'est la vitesse avec laquelle mon image est prise. Maintenant, si vous avez une petite ouverture pour la caméra, comme ça, puis votre shutter, il est très lent, alors qu'est-ce que ça va faire? L'image va être trop foncée. Si votre shutter, s'il est trop lent, non, s'il est trop lent, votre image va être plus éclairée. S'il est très rapide, votre image, elle va être plus foncée. Donc, pourquoi? Parce que le plus que vous pouvez rentrer de lumière dans la boîte des caméras, le plus que ça va être éclairé. Donc, vous pouvez avoir plus de lumière en ayant l'ouverture plus grande, en ayant des shutters plus lents, et la troisième chose, en ayant des capacités ISO meilleures pour comme manipuler votre image. Donc, on va le voir tantôt. Donc, maintenant, moi, pour mon shutter,
je vais lui dire que normalement, le shutter, on ne met jamais 1 millième. Mais pour le moment, je vais le laisser. Mais regardez si j'ai mis juste pour le fun un 5 millième. Regardez, mon image est devenue plus foncée. Mais je ne connais pas une caméra qui a cette puissance de prendre une image de 1,5 millième. C'est tellement rapide. Mais regardez, l'image est très belle. D'accord? Elle a une belle luminosité. Maintenant, je vais retourner à mon shutter et l'ajuster plus tard. Et ici, vous avez une option Enable Motion Blur. Donc, vous avez ici une option pour l'aperture qui est l'effet de profondeur de champ. Et vous avez dans la vitesse de prise de photo l'effet de motion blur. Le motion blur, admettons que votre shutter est très lent et tu prends une photo de quelqu'un qui marche, tu vas le voir en mouvement. Tu vas voir un ombrillage autour. Donc, ça peut être intéressant si tu prends ça pour, comme par exemple, une voiture qui passe ou quelque chose de même. Maintenant, la troisième stratégie que nous allons avancer, c'est le exposure. Donc, dans l'exposure, ici, présentement, j'ai un exposure gain moi j'ai mis 400. Normalement, quand vous venez ici, vous allez le trouver à Target à 11,25, à quelque chose, je ne sais pas combien. Mais vous, immédiatement, vous le changez à manuel. Très important. Et là, je vais vous apprendre un truc pour la vie. Les ISO, c'est une capacité d'augmenter la lumière d'une façon artificielle. Parce que on est dans une place où il n'y a presque pas de lumière du tout. Tu es dans une salle de théâtre, on fait comme une pièce de théâtre quasiment avec des bougies. Il n'y a pas de lumière. Et si tu fais d'une sorte que ton shutter, il est extrêmement lent et que ta boîte, elle est extrêmement ouverte, alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir deux problèmes. Tu vas avoir un motion blur terrible et tu vas avoir un effet de profondeur de champ quasiment insupportable. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte? On augmente l'exposure gain. Et lorsqu'on le fait avec la caméra, ça vient avec des déficits énormes. C'est-à-dire que le plus que j'augmente ce chiffre, si je m'en vais vers 1000, le plus que mon image va avoir des grains. Et c'est ça la cause pourquoi vous avez des grains dans vos images. Parce que par défaut, ces chiffres, il est 1000. Et c'est vrai pour quasiment tous les logiciels 3D. Ils mettent l'ISO toujours grand pour que notre image ait l'air lumineuse et belle. Mais là, elle calcule. Vous avez toujours des grains dedans. C'est dégueulasse. Donc, ce que vous devez faire, comme nous en faisant le 3D, on n'a pas de motion blur. On n'a pas des gens qui dansent et qui bougent dans notre image. On n'a pas des problèmes de ce type. Alors, on peut, de façon efficace, baisser ça à 100. Lorsque tu les baisses à 100, tu es garanti de ne pas avoir des grains. C'est garanti. Là, présentement, on voit un peu de grains parce qu'il n'est pas encore calculé, mais regardez, il passe vite. Il est tout content. Alors, vous me dites, mais comment tu vas faire pour augmenter la luminosité? Je dis, vous allez le faire d'une façon ou d'une autre. Augmentez votre éclairage. Allumez votre soleil un peu plus. Mettez plus d'éclairage dans votre scène. Boostez votre éclairage tout simplement. Sinon, votre shutter. Donc là, moi, je l'ai à 1,5000. Mais il n'y a rien qui empêche que je vais le mettre à 1,10 000. Mais je ne pense pas que j'ai le droit. Non, ce que je voulais dire, de le faire plus lent. Désolé. Tu le mets par exemple 1,5 centième. Ah, ça c'est trop, vous voyez? Donc, tu veux augmenter, mais baisse ton shutter. Fais-le de façon qu'il va plus lentement. Donc, 1 millième, par exemple. Regardez ça, c'est de toute beauté. Donc, 1 millième mon shutter, sans mon ISO. Moi, prenez ça de moi,
Votre ISO, vous le mettez tout le temps à 100. Vous n'allez pas avoir des grains, vous n'allez pas avoir de toutes sortes de choses dans l'image. Et là, l'image, elle devient de plus en plus belle. Donc, je vais monter de nouveau et je regarde maintenant les autres choses. Donc, on a ajusté ça, on a ajusté l'aperture à 1.4. Et on sait pourquoi. Parce que j'ai vu chercher l'effet d'ombre brouillée. Maintenant, l'effet d'ombre brouillée. On dit, OK, comment tu vas faire l'ombre brouillée? On peut le faire de deux façons. Je peux lui dire use target distance. Donc, utilise le target qu'on a. Ou vas-y dans custom et spécifie ça en distance. Et attention, moi, je n'ai pas fait, j'avais pas coché. Là, je vais les cocher maintenant. Donc, avant qu'on fasse d'autres choses, on va le cocher avant. On va voir l'effet et après, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, moi, lorsque vous vous rappelez dans mon plan, mon target, il est fixé sur le bureau, ici. Ce qui veut dire que théoriquement, les objets qui sont en avant sont supposés d'être embrouillés. OK? Donc, il faut que ça calcule, qu'il fasse un calcul complet. Souvent, on l'utilise pour que les objets éloignés soient embrouillés et non pas le contraire. Mais maintenant, une chose certaine, c'est que mon bureau qui est lointain, il est supposé d'être clean, pendant que mes objets rapprochés vont avoir un effet d'embrouillage un petit peu. Et regardez, la vitesse des calculs s'est améliorée. On sent que l'image va un peu plus vite parce que lorsque vous mettez les bons settings, tout va pour le mieux. Donc, tantôt, je vais tenter de faire peut-être un calcul avec des objets plus simples pour les field of view pour qu'on voit la différence. Donc, pour le moment, je vais arrêter ça. J'ai couvert les thèmes les plus importants. Il va rester peut-être ici au niveau de white balance. Donc, dans le white balance, vous pouvez lui dire si vous voulez appliquer un filtre sur euh, sur votre image. Donc, si je lui dis, par exemple, j'ai vu quelque chose comme lumière incandescente ou même halogène warm. Alors, regardez comment toute mon image. Donc, vous savez que les caméras, ils ont des filtres. Donc, vous pouvez appliquer des filtres par-dessus. Donc, je vais aller ici, lui dire maintenant, je veux metal. Bon. On va aller ici, on va chercher low pressure sodium. OK? Donc, c'est des filtres. Donc, tantôt, la question qui me faisait poser que l'image était toute jaune, ça se peut que vous ayez un filtre appliqué sur votre image et vous ne vous rendez pas compte. Juste à côté, juste en dessous de exposure. Vous pouvez aussi aller directement dans temperature. Donc, vous mettez ici daylight. Et après, vous allez dans temperature et vous choisissez la température en Kelvin. Donc, une couchée de soleil de 2500, par exemple. Vous voyez comment ça change tout l'effet. OK. Donc, je vais retourner au mode normal. Maintenant, mis à part cela, je vais arrêter ça temporairement. Si je descends et je fais, j'aimerais juste vous attirer l'attention. Lorsque vous descendez dans toute cette longuette, ne faites pas rouler la roulette parce que ce qu'elle fait, elle change des fois les données qui sont dans le. Donc, si je viens ici, par exemple, et je roule, regardez ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de changer. Donc, vous êtes en train de descendre, mais votre curseur tombe par-dessus. En roulant, ça fait changer les données. Alors, mis à part cela, ici, j'ai des informations additionnelles pour les depth of field, la profondeur du champ. Si je veux qu'il soit circulaire ou bladed ou custom texture, si j'aimerais les contrôler un peu plus. Donc, tout ça,
c'est des informations additionnelles. Ici, j'ai des affaires reliées à la perspective, si vous voulez lui faire corriger, par exemple. Mais de toute façon, moi, mes perspectives, je tiens tout le temps à que mes lignes soient parfaitement verticales, donc il n'y a pas de correction à faire. Pour avoir mes lignes verticales, j'ai fait la caméra et les targets à la même hauteur. Et les lens distortion, si vous voulez avoir des distorsions comme si la photo vraiment a été prise avec une caméra, des fois ça change parce que votre image n'aura plus l'air d'une perspective dessinée à la main. Elle va avoir l'air d'une photo réelle. Donc, vous avez ici, vous pouvez aller dans distorsion cubique et vous lui dites de combien vous voulez avoir de distorsion. OK? Donc, ici, je suis en train d'ajuster un petit peu. Donc, vous faites une distorsion pour que ça a l'air comme si l'image est cassée. Vous n'allez pas voir nécessairement le résultat final ici. Ici, il fait comme rapprocher ou éloigner. Mais dans l'image finale, elle va être un peu distorsionnée. Un petit peu, c'est comme si l'image est appliquée sur un plan parabolique. Puis, bon, mis à part ça, ici, vous avez les clip-in planes. Et ça, mes amis, Catherine, ta question tantôt, quand tu disais pour le plan, il est possible de faire un plan et une coupe avec une caméra physique si vous faites une chose. Vous éloignez votre caméra le plus possible. Donc, je vais retourner aux images ici et je vais retourner à ça. Tu fais ta caméra avec une ouverture quasiment de 4 degrés. À 4 degrés, ça veut dire que tu es à 600 mm et ça veut dire que c'est un gros zoom. Donc, tu dois éloigner énormément ta caméra dans l'espace, peut-être à 1 km. Puis par la suite, ce que tu fais, tu lui dis de faire un near range, de faire clipping, le near clip et le far clip, juste dans le bâtiment et en dessous du bâtiment. Et ça va créer une perspective avec les mêmes effets. Ça va créer un plan avec les mêmes effets que la perspective. Donc, si vous voulez, on peut essayer ça. Donc, je vais créer une nouvelle caméra pour faire un plan, comme ça ici. Donc, je vais aller dans Nouveau, Caméra, Physique. Là, ici, j'ai Target. Donc, je peux faire d'une sorte. Ici, c'est le fun parce qu'on a le Target Distance. Donc, je vais placer ma caméra ici. Il faut que j'ai fait, n'est-ce pas, le point de départ et le point d'arrivée. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais placer ma caméra, disons, ici. Et le target, je vais le placer sur le 0,0. Pour être plus précis, je peux venir ici et le mettre 0, 0. Voilà. Donc, maintenant, mon target est parfaitement sur le 0. Maintenant, je prends ça et je vais aller en élévation et je vais le monter. D'accord? Et qu'est-ce que je vais faire immédiatement? Je vais aller ici et je vais le placer à 0, 0. Mais je ne vais pas le bouger. Je ne vais pas mettre 0 pour le Z parce que Z, c'est la hauteur. Et ici, pour la hauteur, je vais lui dire que je veux, par exemple, 10 000. Ça, c'est 10 mètres. 10 000, c'est 10 mètres. C'est pas beaucoup. Donc, ça fait 100 mètres. N'est-ce pas? Maintenant, regardez bien ça. C'est vraiment comme... ça fait 100 mètres. Maintenant, je vais en rajouter un autre. Ça fait 1000 mètres. Donc, ça fait 1 kilomètre. Et je fais Enter. Donc, maintenant, ma caméra est à 1 kilomètre de de mon plan. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans cette caméra que je viens de placer. En passant, si j'ai besoin, je peux rotationner ma caméra après. Mais ça, on le verra au bon moment. Maintenant, dans le Physical Camera, je vais aller
changer tout d'abord l'ouverture ici à 300 à peu près. Je ne suis pas certain si ça va être 300. Regardez, regardez ça. Ah, c'est toute beauté. Donc, vous avez vu comment il allongeait les field of view pour qu'elle puisse voir. Donc, voilà, il devient plus petit, plus petit. Je vais m'arranger jusqu'à temps qu'il arrive. Là, regardez où est-ce qu'il est. Il est là, là. Donc, je ne suis pas encore arrivé. Donc, je vais encore monter. Comme ça. Et voilà, mon plan, il est là. Vous voyez ça? Donc, ça, c'est mon plan. Ça me donne un angle de combien? De 1,152. Ce n'est pas un plan parfait. Un plan parfait, c'est 0 ou 90 degrés. Mais à 1,1, on ne voit presque pas la différence. Donc là, ma caméra est placée trop haut en hauteur. Maintenant, la deuxième chose que je vais faire, je vais créer un clip. Donc, je vais venir ici, par exemple, pour voir ce plan que je viens de créer. Je vais aller lui dire, montre-moi ma caméra physique 3. Et regardez, mon plan, il est là, c'est parfait, mais je ne vois pas dedans. Et maintenant, je vais aller en bas complètement, dans la partie des clips. Ici, et je vais lui dire Enable Clipping. Très bien. Là, il me dit, OK, tu vas les clipper à quelle distance? Mais moi, je le sais parce que j'ai fait 1 kilomètre. Donc, je vais lui dire, je clip. Premièrement, le far clip, je vais aller mettre à 1 kilomètre et je mets 3 zéros pour les millimètres. Et je vais peut-être dépasser de 1 mètre de plus. Je pense que j'ai mis trop de zéros. Attendez. OK, ça c'est 1 mètre de plus. Donc, 1 kilomètre. Donc, je fais Enter. Et maintenant, c'est pour ça qu'il est apparu. C'est parce que mon far clip, il est allé au-delà. Il est allé au-delà. Le voilà, regardez, c'est la ligne rouge ici. Vous la voyez? Donc, je l'ai mis exactement 1 mètre au-delà. Et c'est ça que l'importance d'utiliser les coordonnées, parce que j'étais allé les positionner parfaitement au bon endroit. Donc, il me fait cette grille rouge pour me dire où est-ce qu'il arrive. Et maintenant, je vais lui dire le clip. Le clip, je vais le faire amener ici. Donc, lui, c'est le contraire. Je vais l'amener 1 mètre de moins. Bon, on va calculer ensemble. Ça va être 9, 9, 9. J'imagine. 3, 3, 0, 0, 0. C'est bon? On l'a eu? OK. Peut-être que justement, on va faire plutôt 9, 9. Euh, euh, attendez. Si je fais 9, 9, 8, 5, 0, 0. Ça fait 1,5 mètres. Parce que là, ça me permet de monter un peu plus à 1,5 mètres, à 4 pieds à peu près. Regardez ça. Vous voyez? Eric, voilà le plan. C'est ça votre plan. Donc maintenant, le plan, il va être rendu avec les mêmes paramètres que, si je viens ici, avec les mêmes paramètres que la caméra physique. Et Catherine? Oui, ben, je vais l'essayer. Il voit le plan là. Il est plus beau que l'autre. C'est sûr que, honnêtement, c'est un truc que j'ai appris à faire dans le temps où les caméras ne pouvaient pas faire des coupes orthographiques. Ça, là, toutes les coupes orthographiques, on les a inventées après. Donc, moi, dans mon temps, ça n'existait pas. Et puis, il fallait comprendre le concept d'un plan, c'est quoi? C'est exactement comme le concept du soleil. Le soleil qui projette les lumières d'une distance extrêmement éloignée, que les rayons deviennent presque parallèles sur la Terre. Mais aussi, la projection d'un plan, c'est presque le même principe.
c'est une projection d'un endroit extrêmement éloigné que tout est projeté d'une façon parallèle. Donc là, tantôt, on regardait, puis ça avait l'air quasiment, là, ça avait l'air juste d'un plan. Donc, pour faire l'élévation, c'est exactement le même principe. On va le placer au 0,0 le target. Tu prends ta caméra, tu l'éloignes, tu la mets à 0,0 en élévation, tu l'éloignes à une distance précise. 1 kilomètre, 5 kilomètres, je ne sais pas combien. Le plus qu'on l'éloigne, le mieux que c'est. Et par la suite, on va ajuster l'ouverture pour que ça devienne le plus petit possible. Et on va le voir. Un truc qui serait vraiment comme intéressant, c'est de manipuler en même temps que c'est en train de se passer. C'est-à-dire que d'afficher la caméra dans une vue et en réduisant l'angle, nous allons voir le plan se rapprocher jusqu'à temps qu'on voit que ça fit bien. Et quand on voit que ça fit bien, comme ça, on va le laisser. Sinon, on le voit aussi dans la grille transparente. Écoutez, avec ça, j'ai couvert la matière sur la caméra physique. Un peu la caméra physique et l'autre. Donc, on va prendre une petite pause, s'il vous plaît. Puis,